Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je veux parler de la personne multipotentielle qui, c'est vrai, est aussi une personne hypersensible. Pour quelle raison ce terme, on en parle de plus en plus et j'espère, le but de cette vidéo, c'est de clarifier les choses. Je vais reprendre aussi les différents termes qui se cachent sous l'hypersensibilité. Donc, les multipotentiels font partie des 25% de personnes hypersensibles. Elles vont être les personnes qu'on va avoir dites touche à tout, à qui on va avoir reproché sans doute de trop se disperser, de partir dans tous les sens, et ce sont peut-être aussi des personnes qui épuisent un peu leur entourage parce qu'elles ont vraiment elles sont hyperactives vraiment. Aujourd'hui, on en parle plus au niveau de l'entreprise, de plus en plus parce que, bien sûr, il serait bon, au lieu de brimer ces personnes-là en leur reprochant d'en faire trop, de se rendre compte qu'elles ont vraiment beaucoup à apporter et de plutôt les encourager en ce sens. Beaucoup sont devenus, bien sûr, entrepreneurs, peut-être youtubeurs aujourd'hui, parce que, voilà, les structures ne leur offraient peut-être pas la possibilité de s'épanouir. Donc, si je reprends, qui suis-je? Tout d'abord, je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des trois pays, France, Allemagne, Suisse. Mon cabinet est en Suisse, près de Bâle, et j'ai fait avant cela 15 ans de management à l'international, management de projet, de labo, dans l'industrie chimique, et maintenant je suis formée en tant que coach et j'accompagne les personnes, notamment hypersensibles ou très sensibles, qui sont en transition, en évolution professionnelle, mais pas seulement, aussi sur toutes les problématiques de la vie. Et si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller liker les vidéos qui vous plaisent. Donc, si je prends ici le terme hypersensible, défini dans les années 90 par Hélène Aron en anglais, en américain c'est le terme High Sensitive Person, High Sensitivity. En 1996, elle a écrit ce livre. Elle parle bien de 25% de la population qui est hypersensible. Et voici la liste de tous les termes dont je vais parler maintenant. Ensuite, il y a d'autres termes qui vont être mis dessous, notamment beaucoup en France, tous ces termes-là. Et à la fin, j'essaierai de définir où se trouve le multipotentiel parmi tout ça. Donc, il y a l'adulte surdoué. Alors là, pour l'adulte surdoué, tout d'abord, je vais vous dire qui reprend en France le terme d'hypersensibilité. Alors, ça va être surtout Saverio Tomasella, qui va écrire un livre en 2012, Hypersensible, trop sensible pour être heureux, s'intitule-t-il. Ici, c'est son livre en 2018 qu'il écrit sur les enfants hypersensibles. Lui va bien reprendre le terme d'hypersensible et va parler de personnes hautement sensibles, et il parle de 30% de la population. Donc, il s'aligne bien sur ce qu'a fait Hélène Aron. Ensuite, on va avoir Jeanne Sieux-Fachin, qui était beaucoup sur les plateaux télé et aussi qui a une approche plus psy et qui, elle, va parler de l'adulte surdoué, trop intelligent pour être heureux, en 2008. Et on a aussi Monique de Kermadec, l'adulte surdoué à la conquête du bonheur, toujours cette relation entre cette douance et le bonheur. Et elles deux vont donc effectivement parler plutôt d'adultes surdoués, d'enfants précoces, de haut potentiel. Jeanne Sieux-Fachin va déterminer le terme zèbre parce qu'elle se rend compte que ces termes-là ne sont pas bien compris par la population. Il y a comme une question de supériorité qu'elle voulait enlever avec le terme zèbre. Est-ce qu'elle a atteint son but? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons aussi, et là, beaucoup de gens se reconnaissent, les hypersensibles se reconnaissent beaucoup par ce livre, et là, elle va utiliser le terme de surefficient mental. C'est Christelle Petit-Colin, Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Beaucoup, et franchement, les 30%, 25% de personnes hypersensibles se reconnaissent dans tout ce descriptif. Donc, peut-être que ces auteurs-là, plus orientés psy, parlent des fameux HPI, ceux qui ont plus de 132 QI, mais enfin, moi, dans mon expérience, je peux dire que toutes les personnes hypersensibles, qui elles représentent donc 25%, une personne sur 4, se reconnaîtront également dans tous ces livres. Donc ça fait beaucoup de
terme et où se situe le multipotentiel? Voilà, c'est ce à quoi je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et voici le résumé de tout ce dont j'ai parlé avant. Et vous pouvez faire un arrêt sur image si vous êtes intéressé. Et là, je précise en plus que très récemment, ça a été vraiment mis en lumière, vulgarisé, on peut dire, par Fabrice Midal et Maurice Barthélémy. Et aussi Saverio Tomasella, qui a écrit un roman qui a un grand succès en poche. Nous avons donc, ici c'est toute la population, nous avons donc 25% de personnes qui sont hypersensibles. Je les mets ici. Et parmi ces 25%, il y a 2,5, et c'est là où il y a souvent la confusion, de personnes qui sont HPI, avec un QI supérieur à 130. Donc elle représente 2,5%. HPI pour haut potentiel intellectuel. Voilà. Et donc c'est ce qui les caractérise vraiment, c'est ce QI. Le test est controversé, mais franchement pour ça, il permet vraiment de les identifier. D'un autre côté, tous les enfants HPI à l'école ne vont pas être testés. Il y a beaucoup de personnes adultes qui le sont sans le savoir. On peut parler un petit peu, je vais parler à la fois du cerveau pour voir la différence entre ceux-ci et tous les autres qui sont appelés communément HPE pour haut potentiel émotionnel au lieu de haut potentiel intellectuel. Eux n'ont pas forcément un QI supérieur ou égal à 130, mais ils vont avoir ce fonctionnement de l'hypersensibilité, c'est-à-dire un fonctionnement du cerveau en arborescence, un traitement de l'information en profondeur et aussi capté par leurs 5 sens et l'empathie, vraiment tout ce qui se passe dans leur environnement. Ça, c'est la grande richesse de l'hypersensibilité. La contrepartie, c'est quand vous êtes tellement sensible, vous risquez d'avoir un seuil d'irritabilité plus bas que les autres personnes avec un côté émotionnel peut-être fort, de vous exprimer comme il n'est pas attendu dans l'environnement où vous êtes. Ça peut être un souci. Également, le fait de vraiment réfléchir, ce mental envahissant, on l'a vu, et c'est comme si on ne pouvait pas trouver le bouton off. Et voilà, c'est quand même un petit peu aussi quelque chose à connaître, à savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Si je prends les préférences cérébrales, nous avons le cerveau gauche ici et le cerveau droit ici. Communément, on dit que les personnes hypersensibles ont un cerveau droit prédominant. Ce graphique est à regarder de façon verticale, cerveau gauche, cerveau droit. Donc le cerveau droit, c'est intuition et la synthétique, mais aussi l'émotionnel et l'interpersonnel. Là, les HPE sont beaucoup là. Les HPI vont être plutôt dans la partie corticale. Corticale, c'est au niveau de la pensée, tandis que limbique, c'est au niveau des émotions, de l'action. Là, le graphique est à regarder en horizontal avec le cortical et le limbique. Donc, les deux ont le droit prépondérant, mais on peut dire que les HPI, ils ont aussi une très forte, leur intelligence logique et analytique est vraiment très forte. Il y a comme des ponts, là, des autoroutes, ils vont être capables de mobiliser leurs deux cerveaux pour certaines tâches simultanément et vraiment avoir une fulgurance dans la résolution de problèmes comme à l'école, puisqu'on teste notamment ces intelligences-là, la logique et analytique surtout. Tandis que les personnes hypersensibles qui ne sont pas HPI vont être plutôt de ce côté-là, avec une intelligence logico-mathématique pas forcément exceptionnelle, et du coup, leur intelligence, elle va être ailleurs. Et c'est ça que je veux montrer aussi, en prenant le concept des intelligences multiples. Donc, nous avons la logico-mathématique et la verbo-linguistique pour les HPI. Voilà, les HPI, leur intelligence prépondérance, parce qu'on n'a pas tous, on a plusieurs intelligences, une petite dizaine, et on n'a pas tous les mêmes intelligences le plus développées. Donc le QI, effectivement, va surtout tester ces intelligences-là. Intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique. Mais quelles sont les intelligences où les autres, là, sont sûrement très forts, mais peut-être pas détectés à l'école?
Eh bien, il y a l'intelligence qui suis-je, qui est notre intelligence pivot. Je vous invite à voir mes vidéos sur les intelligences multiples. Ça, c'est une intelligence très très importante parce qu'elle va permettre d'amplifier toutes les autres. C'est sûr que si on se connaît, hein, on revient à ça de toute façon, bien se connaître, ça va quand même être la clé. Aujourd'hui déjà, ça l'est, mais de plus en plus. Pour connaître ses besoins, connaître ses valeurs, connaître ses qualités, voilà, pour avancer dans la vie et pas seulement pour les personnes hypersensibles. En fait, tout ce que je dis, comme toute personne est sensible, plus ou moins, tout ce que je dis, c'est applicable à tout le monde, bien sûr. Mais la personne hypersensible elle est challengée par ça dans sa vie et c'est pour ça que je parle surtout d'elle. Donc, l'intelligence interpersonnelle qui va être testée dans les sports, bien sûr, par exemple, à l'école. Mais ça ne va pas être là où on est le plus noté kinesthésique ou du corps, du son, la nature, spirituelle même, et la visuelle et spatiale, mais là je ne sais pas, peut-être que le HPI là aussi, très forte celle-ci. Donc voilà, là c'est les intelligences où voilà, les autres hauts potentiels, on peut quand même les appeler hauts potentiels, émotionnels, se situent. Voici le récapitulatif de toutes ces intelligences. Alors c'est challenger ce terme parce que le QE, qui est le quotient émotionnel, lui, il évolue tout au long de la vie puisque c'est plutôt une question de comportement. Donc tandis que le QI, lui, il va être constant dans la vie. Donc c'est assez challengé. Mais moi j'aime bien le terme potentiel. Parce qu'un haut potentiel, parce que moi je comprends bien ce terme en fait, même s'il est très français et même s'il est souvent mal interprété, pour moi un potentiel, il faut faire quelque chose pour qu'il soit vraiment utilisé. C'est comme je vois l'image d'un barrage avec l'eau et là il y a une force énorme qui s'applique sur ce barrage, là il y a l'eau. Donc il y a un potentiel énorme, mais vraiment il faut réussir à faire que, eh bien, cette eau, faut ouvrir le robinet en fait pour que l'eau coule et qu'elle devienne de l'électricité, qu'elle devienne de l'énergie qu'on puisse utiliser. Et voici mon barrage. Et c'est vraiment tout ça pour moi le challenge du haut potentiel. Donc, ok, le HPI, il a déjà tout ce qu'il faut au niveau logique analytique. Ça, on est beaucoup noté sur ça. On va être aussi sélectionné sur ça. Mais il y a aussi là où il va avoir à faire, il a aussi ses efforts à faire au niveau émotionnel et interpersonnel. Et c'est aussi possible pour lui, tout à fait. En effet, ils peuvent bloquer leurs émotions, ce qui est un avantage à court terme, mais pas forcément à long terme. Donc, et le HPE qui est doué aussi quelque part, dans une autre intelligence sans doute, eh bien il va falloir pour lui trouver le bon environnement et puis le truc pour activer cette super intelligence qu'il a et ne pas la laisser en dormance. Parce que je prends le terme de Nathalie Alsten, elle fait beaucoup sur les personnes hypersensibles, elle considère ces 25%, mais elle va les appeler des émotifs talentueux. Alors, je comprends ce qu'elle dit pour ne pas dire HPE en fait. Elle veut éviter de dire le terme HPE, elle va dire émotif talentueux. Donc là, je ne sais pas si elle a inclus les HPI, il faut lui demander. Mais en tout cas, moi, je trouve que effectivement, mais quand on est là au niveau du barrage et que l'eau ne circule pas, eh bien, on est plus émotif que talentueux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à actionner notre talent et on est submergé par toutes ces émotions qui sont fortes et qui ne sont pas forcément vues de façon positive dans la société. Le robinet n'est pas ouvert et on est émotif. Et par contre, eh bien, quand on arrive à trouver le robinet et ouvrir la vanne et faire couler cette eau, eh bien là, on est plus talentueux que émotif. L'eau coule, nous sommes talentueux donc.
voilà, on a déjà quand on est dans ce qu'on aime faire, eh bien, on va avoir déjà beaucoup moins de soucis, on va moins focaliser bien sûr sur les soucis plutôt émotifs. Donc de toute façon, on va finir par passer outre et eh bien s'épanouir dans ce que l'on aime faire. Et comme je vous l'ai dit, c'est bon pour tout le monde en fait. Mais voilà, je voulais faire ce résumé. Où se trouve le multipotentiel? Eh bien, le multipotentiel, il n'y a pas vraiment de pourcentage, je n'ai pas vraiment vu. Ils peuvent être HPI, ils peuvent être HPE, ils sont un peu là, entre les deux, quoi. On va les dire ici. Voilà, avec une surface qui peut être plus grande. Voici la dernière image. Mais en tout cas, eux, ils vont vraiment avoir cette faculté de faire plusieurs choses à la fois. Vraiment, c'est leur façon de fonctionner. Et ils ont besoin de fonctionner comme ça, sinon ils vont être frustrés. Et puis, voilà, donc il faut vraiment plutôt les encourager. Plutôt que ben, souvent, ils en font trop, ils épuisent un petit peu l'entourage, ils en font trop. En plus, ils sont excellents, ils vont attirer les jalousies souvent. Donc c'est vraiment ne plus être dans la comparaison et inviter ces personnes-là, là où elles sont, eh bien, à utiliser leurs multiples talents parce que voilà, c'est un don, c'est sûr qu'elles ont et voilà, les y encourager. C'est ça ce que je vois comme changement et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de la personne multipotentielle. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos questions dans le chat, dans les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.